Cette année, on a lancé Frisbee et le pitch est aussi simple que redoutable. Avec Frisbee, vous avez accès très facilement tous les mois à au moins 10 micro-influenceurs qui vont pouvoir mettre en avant votre marque dans un post sur LinkedIn. Et le process est le suivant. On a d'abord besoin de savoir quelle offre vous allez pouvoir mettre à disposition des créateurs. Par exemple, 6 mois gratuits, 12 mois gratuits, 1 an et demi gratuit, 2 ans gratuits. Plus l'offre sera belle, plus vous avez de chances d'attirer les meilleurs créateurs et créatrices. En numéro 2, quelle offre vous allez mettre à disposition des audiences de ces créateurs. Par exemple, un free trial de 15 jours, de 30 jours ou même de 2 mois. Encore une fois, plus l'offre est belle, plus vous augmentez vos chances de conversion. Et enfin, il vous suffira juste de nous mettre à disposition un lien UTM pour traquer les résultats de l'OP et un Media Kit avec vos éléments de langage, vos images, vos vidéos, vos gifs pour illustrer les posts des créateurs. Et ensuite, de notre côté, en un, on va recruter déjà 10 micro-influenceurs pour vous et on va coordonner tout le processus de A à Z. Ensuite, on va pouvoir centraliser tous les résultats, les liens de chaque post et leur reach affilié. Et dès la fin de l'opération, nous pourrons vous envoyer toutes les datas reliées à votre campagne. Le nombre de clics, le nombre de vues et le taux d'engagement. C'est simple, non? En matière de résultats attendus, je peux te donner un exemple très simple d'une campagne qu'on a menée pour Notion le mois dernier. Notion nous avait demandé un pack de 15 micro-influenceurs. Nous avons donc recruté 15 micro-influenceurs qui ont fait 15 posts sur leur compte LinkedIn. Résultat, plus de 115 000 vues en cumulé et pour un prix de seulement 1 000 €. Ce qui fait environ 50 € par post et moins de 10 € les 1000 vues. C'est tout bonnement imbattable. Et si vous voulez tester, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Et à très vite sur Frisbee. Et c'est bon, ça enregistre. Du coup, je suis avec Alexis Eve et je t'ai dit juste avant d'appuyer, je vais te dire, je vais te donner une anecdote directement tambour battant où t'es pas prêt du tout. Allez, C'est que tu as, alors je sais pas comment on appelle ça, un homonyme, quelqu'un qui s'appelle exactement comme toi, avec qui j'étais au collège. Quand j'étais du coup dans la Marne en pleine race campagne et du coup c'est un mec qui de base était mon pote et qui après était devenu mon némésis et en mode on était ennemis de ouf, tellement ennemis qu'on se battait tout le temps et que son père à un moment donné l'a retiré et l'a foutu dans le privé. Donc la première fois que j'ai vu ton blaze sur LinkedIn, je me suis dit oh il est là ce fils de pute, tu vois. Et après j'ai regardé, je dis non c'est pas lui, tu sais, j'ai retapé sur le truc, j'ai dit vu qu'il avait qu'il y a un autre profil. Je dis fils de pute, c'est vraiment pas gentil parce qu'en vrai, c'est sûrement un super mec. C'est juste que c'était des grosses conneries de gamins. Mais voilà, pour la petite anecdote qui n'a rien à voir avec le sujet du jour. Et j'ai une anecdote du même genre. Mon premier chèque de mon premier salaire quand j'étais animateur de centre aéré, je l'ai pas reçu parce qu'il l'avait envoyé à Madame Eve Alexis. Ils avaient fait à l'inverse de mon nom, donc ça a été. Apparemment, j'ai une homonyme inversée aussi. Donc, écoute, les multiverses ne s'arrêtent jamais. Eh ben écoute, on est bon, mais bon, on n'est pas là pour parler de ce Alexis Eve bis. On est là pour parler de Watt, de parler d'entrepreneuriat, de création de contenu. Parce qu'en effet, voilà, comme je disais tout à l'heure, moi je t'ai découvert sur LinkedIn. C'est comme ça qu'on a commencé à se parler, à se connaître. Moi après, je suis pas rentré deep dans ce que tu fais. Je me suis dit de toute façon, je vais tout découvrir pendant le podcast. Je te propose déjà, vas-y, de prendre 1 minute ou 2 pour te présenter à l'audience qui peut-être ne te connaîtrait pas encore. Bien sûr. Donc, je m'appelle Alexis. J'ai créé Yaniro en 2018. Donc, je suis un des cofondateurs. Notre métier à Yaniro, c'est d'accompagner des boîtes tech françaises, donc start-up, scale-up françaises, et plus précisément former leurs managers et coacher leurs dirigeantes et dirigeants. Donc, c'est ça qu'on fait. On est une petite dizaine à l'heure où on se parle. Et effectivement, la création de contenu a une place qui est centrale dans notre business parce que c'est 100% de nos leads. On ne fait pas d'outbound du tout. T'as pas d'équipe sales, quoi. Alors, il y a peut-être eu un petit bug. Je te disais, t'as pas d'équipe sales du tout, du coup. Il y a eu un petit bug, ouais. On a une équipe sales, account executive. On a des gens qui viennent récupérer les gens qui toquent à la porte. Ok, donc c'est ça. Donc t'as pas une équipe SDR. Donc en fait, t'as pas une équipe de chasseurs qui vont du coup chasser le client. Alors ça, c'est intéressant. Franchement, on va avoir vraiment le temps d'y revenir parce que quand tu montes Yaniro, enfin quand tu cofondes Yaniro en 2018, et juste pour rentrer un peu dans le détail que les gens y comprennent bien, toi de base d'où tu viens et pourquoi d'un coup tu montes ça.
Ouais, carrément. En fait, donc j'ai 36 ans, donc là maintenant, donc quand je monte Yaniro, je dois avoir 30 ans à peu près. De formation, je suis assez proche des sciences humaines parce que avant même de me former au coaching de dirigeants à HEC, je suis psychologue du travail de formation, donc un profil un peu exotique, on va dire, dans l'écosystème. Et après, j'ai toujours travaillé dans l'écosystème startup scale-up français. J'étais salarié de startup, j'étais directeur d'incubateur. Quand je faisais du conseil en stratégie, on travaillait beaucoup dans des corporate VC, des trucs comme ça. J'avais vu un mix entre une opportunité marché en me disant, mais attends, mais en fait, le coaching de dirigeants en France, dans les startups, c'est un truc qui n'existe pas beaucoup. Il y a un vrai océan bleu, il y a un créneau à prendre. Et je voulais monter un projet vraiment full-time, parce que j'ai toujours été très touche-à-tout en termes d'entrepreneuriat, mais pas sur du full-time. C'était beaucoup des side projects, même si ça pouvait être des gros trucs. Et voilà. Et en fait, je monte donc première boîte Yaniro, comme tout le monde. Toutes les tôles possibles, tous les tâtonnages possibles, toutes les erreurs possibles. Et là, on est à un stade où effectivement, bah, ça a bien grandi. On a accompagné peut-être 150 startups et scale-up, dont des licornes, des boîtes hyper connues qui font des pubs de vent quotidien et dans le métro. Je pense qu'on a Tu peux formé... donner des noms ou, Ouais, bien sûr, bien sûr. tout reste un petit peu... Des boîtes comme Payfit, Open Classroom, comme Phoenix, Ornicar, des trucs comme ça. Et des boîtes en gros qui font entre 30 et 1000 personnes à peu près, c'est vraiment le créneau sur lequel on bosse. Pour donner d'autres idées un peu d'ampleur, d'impact, on a, je dirais, formé peut-être 700 managers, un truc comme ça, depuis qu'on existe. On a accompagné aussi plus d'une centaine de founders. Et on a vraiment un côté... je parle beaucoup de ces chiffres-là plutôt que des chiffres de CA, de trucs comme ça, parce qu'on a une obsession d'impact sur le terrain. Donc typiquement, je suis beaucoup plus les deux pieds dans les chiffres type le NPS, la satisfaction, comment on fait une formation qui est insane en termes d'impact. Donc c'est pour ça que je te parle de cela. Et du coup, en fait, tu parlais donc des founders, mais également des managers. En fait, en gros, à quel moment et pourquoi et justement et comment ça se passe quand on fait appel à vous? Trois questions dans la question. On peut prendre des exemples. Admettons, voilà, donc tu es fondateur, fondatrice, tu écoutes ce podcast, et il y a un moment donné où tu te dis, tiens, j'ai la désagréable impression que je deviens le goulot d'étranglement de ma propre boîte. Ce qui arrive à tous les founders, moi ça m'arrive régulièrement, hein, je bosse avec un coach aussi, et on se dit, soit que je suis en train de courir après mon propre train plutôt que d'être le capitaine dans la locomotive, donc soit je suis l'encre de ma propre boîte, soit je passe dans la machine à laver, hein, parce qu'en général c'est l'un ou l'autre. Et donc c'est notre job, ça peut être mon job, je suis pas le seul coach de Yaniro, loin de là, comme je disais on est une dizaine, de vous faire passer le cran d'après. Moi je trouve que la métaphore la plus simple du coaching, c'est le coaching sportif. Tu peux venir parce que tu as un problème, voilà, j'ai mal au dos, donc je veux un programme sur mesure pour avoir une posture bien droite dans 6 mois, ou j'ai pas de problème du tout, mais je veux atteindre un marathon en moins de 3 heures. Et donc on peut bosser là-dessus. Et ça, c'est les deux genres de trucs sur lesquels on bosse, et donc après ça fait un programme qui va durer 6 mois, sur lequel on se voit régulièrement, tu as la hotline, tu peux m'appeler quand tu veux, et donc souvent c'est les CEO qui sont en train de faire des trucs dingues. Et ce qui est intéressant avec le coaching, et c'est là où on peut connecter avec mon passé de thérapeute, pas de thérapeute, mais de psychologue, c'est que notre job, c'est pas d'être mentor, c'est-à-dire que je suis incapable de monter une boîte comme Payfit. Je sais pas si je suis capable ou pas, en tout cas j'ai pas envie. Mais ça ne change rien au fait que je suis capable de permettre à ces animaux-là d'aller chercher le cran du dessus. C'est ça le set de compétences quelque part. Et la formation des managers, c'est variant de la même chose. Vous avez l'impression que vous êtes à peu près sous contrôle, que ça avance, mais par contre vous vous dites, tiens c'est bizarre, depuis que la boîte a grossi et qu'on a recruté des managers, la performance baisse, le turnover baisse, il y a des gens qui commencent à dire que la boîte elle est pas si bien que ça. Ça c'est un symptôme que vos managers sont pas au niveau. Ce qui est un classique, hein, parce que dans la French Tech, globalement 80% c'est des primo-founders qui nomment des primo-managers qui gèrent des sorties d'école. Donc on prend tous les plâtres qu'on peut prendre, et notre job c'est de faire de vos managers des managers niveau NBA en 3 mois. C'est pour ça que je disais qu'on est très 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 obsessionnel et bourrin sur la qualité du produit, parce que former des gens au management ça nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse c'est d'en faire des brutes épaisses, des gens qui sortent de là qui sont dans les top 1% des meilleurs managers de la tech, quoi, parce que il y a vraiment un impact monstrueux quand c'est fait comme ça. Voilà, c'est ça qu'on fait. Ok. Et on est que sur de l'accompagnement ultra personnalisé, où il y a quand même un produit type et un accompagnement type qui se fait avec vous?
Alors la formation au management, elle est très 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 type. C'est un programme qui est carré comme le nord de la Corée, qui dure 3 mois, où il y a vraiment on fait beaucoup beaucoup de choses. Alors ça te plairait, je pense, parce que typiquement on s'est inspiré. Ça n'a pas grand chose à voir avec la plupart des formations au management, parce qu'on s'est inspiré d'autres mondes. Typiquement, on s'est inspiré beaucoup du monde de BizDev. Typiquement, pour que les managers deviennent forts, on recorde tout leur one-to-one et on leur fait des feedbacks de tout leur one-to-one avec leur vrai direct report. Parce que en fait, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce que tu donnes sur le terrain. De la même manière qu'on recorde des calls ou des visios. Et donc ça, ce programme, il est très très carré. Et d'ailleurs, c'est un programme dont on peut graduate ou pas. À la fin, même si tu as payé X euros à l'entrée, si tu n'as pas pas le niveau, tu passes pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. On veut pas avoir des gens qui ont le tampon entre guillemets Yaniro et qui sont pas au niveau. Et le coaching, effectivement, là pour le coup, c'est du sur-mesure complet parce qu'on on te match avec un ou une coach de chez nous. Donc c'est des séries entrepreneurs, enfin des anciens VC, c'est des profils un peu de ce genre-là. Et c'est leur job de t'amener 30 crans au-dessus le plus vite possible, quoi. Ok. Et quand vous lancez en 2018, est-ce que comment vous chopez vos premiers clients? Je suppose que c'est votre réseau. Comment ça se passe au début? Bah alors c'est ça qui est drôle. Je crois que d'aussi loin, parce que là on va parler beaucoup création de contenu, d'aussi loin que Yaniro existe, il y a de la création de contenu. Alors les premiers, effectivement, ça a été un peu du bouche à oreille. Il y a une technique de renard qui nous a énormément aidé au début, c'est qu'on s'est maqué avec des nids à start-up. En fait, on s'est maqué avec tous les incubateurs, les accélérateurs, les fonds d'investissement. On a fait du troc d'offres de valeur. On leur faisait des conférences, des masterclass gratuites pour leurs startups et leurs scale-up. Aux startups et aux scale-up, on donnait du coaching gratuit. Et après, c'est ce qui fait qu'en fait, quand les gens se disent ah, mais en fait, c'est hyper utile cette affaire-là, on a eu nos premiers clients. Mais genre, je pense, dans les 6 premiers mois d'Yaniro, on a lancé un podcast dans lequel on s'est dit, alors à l'époque, je n'étais pas beaucoup sur LinkedIn, mais on s'est dit, voilà, faut créer du contenu parce que c'est la manière la plus simple de se faire connaître, quoi. Et du coup, c'était quoi le thème du podcast? Alors, on a fait un premier podcast qui était très inutile. Honnêtement, avec le recul, c'était pas un bon podcast, mais ça fait partie des apprentissages parce que c'était une mauvaise copie de Tim Ferriss, Mathieu Stéphanie, Pauline Legnaud. Donc en fait, je me suis dit ah mais trop bien, je vais interviewer des CEO, des founders de startups et on va parler de sujets qui sont connectés au coaching. Sur le principe, ok, sauf qu'en fait, c'était pas assez différenciant. Donc en fait, on a vraiment mis 40 épisodes, je crois. Je voulais vraiment insister. Et puis au bout d'un moment, on a eu de l'attraction, hein. On a eu des leads qui sont arrivés par là. Mais il y a eu un moment donné où on a eu Je me rappelle très bien du moment où j'ai compris que le podcast, c'était une offre. C'est une offre gratuite, mais c'est une offre quand même. C'est un produit, un podcast. Et quand il y a une baston pour l'intention, c'est la même chose. Et que comme tous les produits, il fallait un product market fit. Et là où je me suis dit, mais alors attends, est-ce que c'est vraiment intéressant de créer une petite boutique à côté de la boutique Génération Do It Yourself? Pas trop, parce que même si on va driver de l'attention, on va driver peu d'attention. Et donc on a fait un gros pivot sur le podcast où on s'est dit, alors attends, qu'est-ce qu'on peut faire qui va apporter plus de valeur, qui a un meilleur product market fit et qui est cohérent avec ce qu'on veut faire? Et en fait, on s'est dit, mais nos interlocuteurs et interlocutrices, dans une grosse partie des cas, quand les boîtes sont très grosses, c'est des DRH. C'est pas les founders, ça va être les DRH qui décident, les budgets RH, la formation, le coaching, tout ça. Ces profils-là font des trucs de ouf, mais sont assez peu mis en avant. Donc il y a plein de boîtes qui font des trucs de dingue. Welcome to the Jungle fait la semaine de 4 jours. Tu as des boîtes comme Gorgias qui sont moins connues et qui sont hyper carrées d'un point de vue rémunération. Et ces gens-là, en fait, ils vivent dans un écosystème très humble, très dans l'ombre, entre guillemets. C'est vraiment des profils de l'ombre. Et on s'est dit, mais non, on va faire ça. On va aller, pour le coup, on a piqué Growth Makers à l'époque, qui faisait vraiment un podcast hyper actionnable, pas inspirationnel sur les pratiques de growth. Et on a dit, on va faire le Growth Makers des pratiques RH. Et là, on est à l'épisode 130. C'est lui qui avait Gabriel Gourevitch. Ouais. On le voit plus, lui, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. J'y pense souvent. Je me demande qu'est-ce qu'ils font, les frères Gourevitch. C'est vrai que son podcast, il était assez canon. Je suis d'accord avec toi. Ouais. À l'époque, c'était dingue. Parce que, en fait, je me souviens en 2018, Génération Do It Yourself, c'était ouf pour les gens qui n'avaient pas connu Tim Ferriss ou Joe Rogan. C'était de l'inspirationnel, c'était en français. Il y avait des sportifs, des hommes politiques, des femmes politiques, il y avait tout, et des entrepreneurs. Et tu avais Gabriel Gourevitch qui avait fait un podcast qui était hyper actionnable où en fait, toi, t'écoutais ce podcast et tu avais les techniques de
d'advertisement, de paid, je sais pas moi, 360 Learning ou de grosses boîtes, comment Conto fait du lead nurturing et tout. C'était hyper intéressant et on s'est dit mais en fait moi c'est ça que je veux que des RH puissent partager ce qu'ils font trop bien et donc on est allé les voir et les uns après les autres on a fait ça quoi. Ok, et donc du coup, vous êtes devenu un podcast où vous invitiez des DRH, peut-être plus large, genre peut-être des chief of staff, des office managers, peut-être, enfin, je sais pas, peut-être que vous avez ratissé un peu plus large. C'est quoi le nom de ce podcast pour que les gens aillent écouter? Oui, bien sûr. Si vous tapez Yaniro dans Spotify ou dans Apple Podcast, vous trouverez, et ça s'appelle The Human Factor. Effectivement, l'approche, c'est je vais voir des bêtes de DRH ou des bêtes de profil RH, de bêtes de boîte, et le deal, c'est que on prend un angle hyper précis sur un podcast qui dure 30 minutes à 1 heure maximum. Donc, et à chaque fois, on va chercher les meilleures pratiques des meilleurs. Donc, par exemple, ça peut être comment sourcer. Le sourcing de candidats, de candidates, c'est effroyablement difficile. La meilleure en France là-dedans, c'est Louise Mouton, c'est une ancienne de Guide Guardian, donc vous connaissez pas cette personne, mais elle est. Je vois, c'est le dernier épisode que vous avez avez remis en ligne aujourd'hui. Ouais, c'est une rediff. Ouais. Rediffusion. Mais on a aussi des épisodes de Resta là-dedans. On a Jean de la Roche-Brochard qui vient expliquer qu'est-ce que ça veut dire la crise économique actuelle d'un point de vue people RH dans les startups, comment on est censé gérer ça. On a la culture chez Conto. C'est quoi les coulisses de la culture, comment elle est foutue, la vision de Doctolib, pourquoi est-ce que c'est fichu comme ça, comment ça les a amenés là, et c'est ce genre de choses qu'on fait. C'est trop cool, c'est hyper trop bien. Et alors du coup, vous avez appelé Human Factor. Par exemple, pourquoi ne pas l'appeler Yaniro? Pourquoi ne pas mettre en avant En fait, alors je sais pas, je vais reposer ma question mieux que ça. Parce que moi, j'ai jamais écouté encore Human Factor. Je vais aller écouter ça ce soir. C'est toi, l'host, du coup, qui les reçoit ou c'est quelqu'un d'autre? Oui, c'est moi. Ouais. C'est toi, donc en fait, encore une fois, comme quand Matt dans Génération Do It Yourself, il reçoit, bon bah c'est lui, donc c'est lui que ça met en avant, et du coup au passage, petite pige pour Cosa Vostra, et donc toi pareil, au passage petite pige pour Yaniro et sur le business que vous faites quoi. C'est exactement ça. Alors il y a des choses, je ne sais pas si on les avait conscientisées à ce point-là, mais en tout cas maintenant, plus ça avance, plus notre business avance, plus il grandit, plus il est minimaliste. C'est-à-dire plus ça devient, on comprend ce qui marche et on le fait plus, mieux, etc. Et les deux apprentissages. Alors le premier, je suis tout à fait d'accord. Je pense que 99% des gens qui nous écoutent appellent ça le podcast Yaniro. J'en suis quasiment sûr. Pareil, notre formation, elle a un nom, elle s'appelle Yaniro Leadership Programme, mais les gens ils vont dire t'as fait Yaniro, enfin, c'est quasiment sûr. Donc en fait, je pense qu'on se simplifierait la vie à aller à l'essentiel. À l'origine, on l'avait appelé The Human Factor parce qu'il y avait un autre podcast Yaniro qui s'appelait My Own Leadership, qui était celui qui était copié sur Génération Do It Yourself et qu'on a abandonné. Donc c'est plus un legacy quelque part. Et ce que tu dis est très juste. On embrasse à 300% le fait que mon personal branding en tant qu'Alexis sert à humaniser et à personnifier Yaniro. C'est à ça que ça sert en fait. C'est des gens qui veulent bosser avec Yaniro et qui veulent se connecter émotionnellement à Yaniro, créer de la confiance en se disant bon allez, on veut bosser avec eux, c'est un peu cher, qu'est-ce que ça veut dire? Bah à partir du moment où ils m'ont entendu parler 200 heures sur un podcast, raconter des anecdotes, qu'ils m'envoient sur LinkedIn, bah, la connexion émotionnelle elle se fait. Donc moi je l'embrasse à 200%. Mais par contre, ce qui est important, et ça je sais que c'est quelque chose qu'on a fait, on est un certain nombre à avoir fait, hein, typiquement je pense que c'est le cas pour toi aussi, c'était très très important qu'il y ait une marque Yaniro et que Yaniro ne soit pas Alexis. Je défends pas mon job de freelance. Il y a une marque Yaniro avec des standards, avec des gens dedans. Et ça, pour le coup, c'est OK que mon personal branding serve Yaniro, mais je pense que ça aurait été un autre délire de dire bon, bah, Alexiev va sauver la French Tech. C'est pas la même move en termes de branding. Non, mais on est d'accord. Et puis après, il y a encore une fois, il y a deux choses aussi. Tu vois, j'en parlais avec Jordan de Bulldozer. Donc lui qui est très market et qui, pareil, a maintenant à réancrer son podcast au lieu de faire encore une fois ce qu'on fait un peu tous. On a tous commencé par inviter un peu les stars de l'écosystème entrepreneurial. Mais c'est vrai que du coup, on reste assez généraliste quand on fait ça.
Et lui, tu vois, qui est très market, bah, il s'est dit, bah, maintenant, en fait, je m'en fous. Maintenant, dans mon podcast, déjà, j'arrête d'expliquer les termes parce qu'en fait, j'estime que l'ICP qui m'écoute, ils savent ce que c'est une LTD, ils savent ce que c'est de lead-band, de loud-band, enfin, tous ces mots que souvent, même moi, je me dis, putain, imagine, il y a ma mère qui écoute le podcast, il faudrait peut-être que j'explique. Et lui s'est dit, voilà, je vais inviter maintenant que des CMO parce que c'est ma cible et c'est ce que les gens qui m'écoutent vont écouter. Alors, il m'a dit peut-être au passage, je vais perdre des gens, mais en fait, c'est pas grave parce que au final, bien sûr qu'on n'est pas des enfoirés, on fait ça parce qu'on est sympa aussi et parce que ça nous fait plaisir de donner de la valeur aux gens, mais on fait ça aussi quand même d'un point de vue business, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, donc forcément, il faut que ça serve, faut que ça soit quand même business oriented derrière. Donc en fait, toi, c'est un peu la même veine que t'as prise quand tu t'es mis à inviter que des DRH. Et moi, tu vois, c'est un peu du coup pareil le virage que je prends un an après avoir créé La Chapelle Radio, où maintenant je n'invite quasiment que des entrepreneurs dont la création de contenu est une brique essentielle de leur stratégie d'acquisition, quoi. Et je peux te partager un learning qui, moi, m'a frappé là-dessus, qui va dans le sens de la niche. On fait des expérimentations de temps en temps et on essaye d'aligner tout, d'aligner la logique business avec la valeur qu'on apporte, etc. Et une expérimentation qu'on a fait, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça donne si on interviewe des gens qui sont dans notre cible, qui peuvent apporter des épisodes de valeur, mais qui sont monstrueux d'un point de vue LinkedIn en termes de followers? Donc en gros les profils RH qui ont le plus de followers, pour faire simple. Et en fait on a fait ça, je vais pas les citer, mais on a interviewé des gens qui ont une base de followers qui est monumentale, et on s'était dit ça va faire la diff. Que dalle. Que dalle. En fait, tu fais jamais, dans notre cible et notre niche à nous, et ça va dans le sens de ce que disait Jordan, on fait jamais des scores aussi élevés en termes de reach, toutes plateformes confondues, que quand on invite la DRH de Conto que personne connaît d'un point de vue grand public, mais que tous les DRH connaissent. Ouais, donc c'est ça. Et puis bon, il y a quand même aussi autre chose, c'est que c'est peut-être on la connaît pas et en effet moi je sais pas qui c'est, mais je vois DRH de Conto, ça va m'intéresser parce que Conto, quand on est dans l'écosystème, on sait que c'est une culture assez spéciale, mais comme une culture de maboule. Je dis spéciale pas dans le mauvais sens du terme. Après, chacun se fait son avis. Mais c'est aussi surtout une boîte qui est passée de 0 à ils sont combien maintenant, 1500, 2000? Ouais, ça n'en finit Presque pas. 2000, je crois. Et puis ils rachètent l'écosystème entier en ce moment-là. Vu que eux, ils ont du fric et les autres non. Ils rachètent tout le monde. Donc du coup, okay, donc hyper intéressant de faire ça. Et en fait, il y a un autre truc, tu vois, où c'est encore une fois Jordan qui m'en parlait. Tu vois, il y a aussi un petit effet de halo. C'est-à-dire que demain, on voit Alexiev qui interviewe la DRH de Conto. Les DRH des autres scale-up, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah bah ça, il était avec la DRH de Conto, donc c'est un mec qui pèse dans l'écosystème. Et donc du coup, j'ai confiance en lui. Et même si je ne le connais pas encore, j'ai l'impression qu'il est expert. Tu vois. Je vais même aller plus loin. Il y a ce que j'estime être un petit hack que j'utiliserai. Demain, je monte une boîte, je referai. Il y a un copier-coller que je referai quasi immédiatement. La première chose, c'est choisir une niche qui est hyper serrée. Bon, ça, c'est un classique, d'essayer de viser plutôt une niche pour commencer. Mais en fait, il y a une des valeurs du podcast que j'avais pas anticipé et qui est monumentale, c'est un réseau. En fait, et notamment les profils DRH. Prenons effectivement Sarah Benalel de Conto, tu peux prendre effectivement Mathieu Birac de Doctolib, ces gens-là. Ça, à la limite, c'est des stars, c'est des gens qui sont plutôt exposés même à un niveau DRH. On prend d'autres profils de boîtes un peu moins connues, mais je pense, enfin de boîtes très connues, mais où la personne est moins connue. Je pense à Stéphanie Fraisse de Blablacar ou d'Open Classroom. Ces gens-là, quand on a eu une expérience podcast, qu'on a échangé avec eux, qu'on a nous fait notre maximum pour leur faire une expérience de taré. Parce que alors moi dans le podcast, les épisodes, j'ai deux boussoles. La première boussole, c'est la qualité de l'épisode, on s'arrache pour faire un épisode qui bute, mais la deuxième, c'est la qualité de l'expérience invitée. Je veux qu'ils soient dans des chaussons, que ce soit des gens qui kiffent à mort, etc. Parce qu'après, c'est des gens qu'on connaît. Et ça, c'est un cheat code de la boule, parce que demain, je veux faire une table ronde trop bien parce que on décide de se chauffer à faire un truc ensemble. Bah, je pense que ça, je suis rendu à un stade, je le dis sans aucune arrogance, où c'est assez facile de rencontrer à peu près n'importe quel profil RH pour moi en tirant de ficelle, parce que on a fait 130 épisodes de de pay it forward attitude, tout simplement. Mais c'est ça. Et puis encore une fois, quand tu as passé une heure, enfin une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et demie, 2 heures, ça dépend, quelle que soit un peu la durée de ton podcast avec la personne, bah, en sortie, t'as plus la même relation.
Bien sûr. Nous-mêmes là, avant de commencer le podcast, on avait une relation X. Forcément, quand tu as discuté pendant 1 heure avec la personne, que potentiellement tu as pu te confier, que tu as donné de la valeur, et puis il y a un côté win-win où en fait où tout le monde y gagne, que ce soit l'host ou l'invité dans un podcast. Alors des fois, ça peut être un peu déséquilibré, tu vois, mais bon, tout le monde forcément quand même y gagne, passe un bon moment. Bah après, demain, je t'envoie un mail ou tu m'envoies un mail. Il y aura encore plus de facilité à se rendre des services. Et tu vois, moi, je m'en suis encore rendu compte l'autre jour. On testait une nouvelle offre. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon CRM Folk, dans lequel j'ai toute ma base de podcasteurs, d'invités du podcast, pardon. J'ai quand même un petit peu ciblé, tu vois, je dis bon, lui ça va servir à rien, ok. Tu vois, genre sur 300 personnes, j'ai envoyé le mail je sais pas, peut-être qu'à 200 personnes. Mais franchement, c'était un truc de ma boule. Dans la semaine, sur les 200, j'avais peut-être une 50aine de réponses. Tu vois, en fait, dans un emailing, pour un truc où c'est moi qui demande quelque chose, c'est ma boule d'avoir 50 sur 200 personnes qui te répondent. Et surtout, où ça aboutit sur des rendez-vous et ça aboutit sur des conversions. Et parce que les gens, ils se disent, ok, je le connais, je lui fais confiance. Vas-y, on fait le test. Et je sais que peut-être si ça n'avait pas été moi, il l'aurait pas fait aussi facilement. Et surtout, c'est qu'en plus, je vais finir parce que c'est pas moi qui doit normalement parler, mais tu vois, le fait que du coup, en plus, tu as une relation avec le CEO, lui dit, bah vas-y, c'est une bonne idée. Il met sa CMO en copie, il lui dit, vas-y, ça serait bien qu'on teste ça. Bon, bah là, t'as fait 80% du travail, quoi, tu vois. Donc tu gagnes un temps de ouf. Donc en effet, le réseau, gros cheat code par rapport à ça. Et je vais même aller encore un peu plus loin. C'est que après, les gens ils pourraient me dire ouais. Donc du coup, et la vraie vente dans tout ça, bah du coup c'est ça. C'est que même s'il faut pas le faire d'un point de vue seulement pécunier, mais tu te dis bah potentiellement la personne que je viens d'inviter, ouais, en effet, demain, si j'ai quelque chose à vendre, bah écoute, maintenant on est comme ça, tu vois, on n'est plus des étrangers, quoi. Mais on va le décortiquer ce truc-là parce que je sais que le but du jeu c'est d'essayer d'être le plus proche du terrain possible. Et je peux vous donner l'exemple de Yaniro parce que oui, on pourrait dire oui, non mais c'est bien joli tout ça, le podcast, la relation, mais quand est-ce que on vend, quand est-ce que chiffre d'affaires, quand est-ce que machin. Prenons le truc. Yaniro, on va se la prendre vraiment de manière dézoomée. Yaniro, notre niche, c'est les boîtes tech françaises. Donc ça, si c'est 20 000 boîtes, c'est le bout du monde, globalement. Et si on prend les boîtes tech françaises qui ont le budget pour s'acheter une prestation RH, on peut prendre un proxy qui est très simple, c'est les boîtes qui publient sur Welcome to the Jungle. Parce que globalement, si tu mets pas d'argent sur Welcome to the Jungle, tu mettras pas d'argent sur Yaniro. Ça nous fait un proxy à 4000 boîtes. Ok, 4000 boîtes. Donc là, on reprend 2 minutes. 4000 boîtes, c'est pas grand monde. C'est pas grand monde. Donc à partir du moment où nous, on décide de faire un espèce de double combo où on va essayer de faire les meilleurs épisodes possibles pour apporter le plus de valeur à un écosystème qui est tout petit. Tous les gens qu'on rencontre, on les chouchoute, on leur fait machin. Et ce qui fait que, vu que c'est un tout petit monde, ça donne des trucs où toi, tu es sur LinkedIn, tu vois un épisode sur Louise, tu fais « Ah mais Louise, c'est trop une meuf de dingue, c'est ma besta, etc. » Et donc, dans les réseaux Slack, en fait, on parle de Yaniro parce qu'on a été bien. Puis, il y a un moment donné, quelqu'un qui se chauffe en disant « Attends, mais vu que leur positionnement branding, il est à peu près clair et qu'ils forment des managers, ça tombe bien, j'ai des managers à former. » J'y suis jamais allé, j'y vais, on fait un bon boulot et après le bouche à oreille fait le reste. Et il faut juste être patient. Et tu as raison sur l'alignement du win-win-win-win-win. Moi, je trouve ça chambé parce que concrètement, je crois que j'ai pas de plaisir beaucoup plus grand que d'avoir des conversations intéressantes avec des gens intéressants. Moi, j'ai jamais l'impression de bosser quand j'ai des podcasts que je suis interviewé ou que j'interviewe. C'est vraiment de la balle. J'adore cet écosystème, je les trouve trop cool, ils sont vraiment hyper intéressants, il y a des machines de guerre là-dedans. Et là, je vais citer Benoît Dubos de Scalesia, qui est archi fort là-dedans. C'est que, en fait, la vente, c'est des conversations. C'est du relationnel. Si tu as un produit qui est suffisamment bon, suffisamment clair, et des relations qui sont sincères, ça va avancer tout seul, cette affaire-là. Et c'est vraiment ce sur quoi on capitalise. Et ça va avec le côté full inbound. On n'essaye jamais de vendre quoi que ce soit à qui que ce soit. On essaye d'avoir un positionnement qui est extrêmement clair dans une niche qui a des besoins et d'avoir un produit de qualité et d'apporter énormément de valeur gratuite à cet écosystème. C'est tout ce qu'on essaye de faire. Eh ben écoute, je suis trop content qu'on ait passé plus de 20 minutes sur le podcast, parce qu'au début, moi, j'allais te brancher directement sur les LinkedIn et compagnie que tout le monde connaît, mais en fait, c'est vrai que le podcast, alors, il y en a beaucoup et pas beaucoup à la fois. Alors, il y en a beaucoup parce que c'est un peu la jungle, il y a énormément de podcasts qui existent, mais quand même, en fait, à l'échelle
du nombre de boîtes qui vendent des choses. Enfin, heureusement que toutes les boîtes qui ont des trucs à vendre ne montent pas un podcast. Donc c'est là où en fait tu peux encore tirer ton épingle du jeu si tu es hyper résilient et si encore une fois voilà, si ton produit il est bon, hein. C'est pas question de sortir un épisode tous les 2 jours où tu es là où tu es avec où toi-même t'es pas intéressant, où tu invites des gens. Faut pas forcément quelque chose de très pertinent à dire sur tel ou tel sujet. Donc voilà. Donc vous avez commencé par monter le podcast Day One quasiment. Euh, comment vous avez commencé à le distribuer ce podcast? Parce que tu vois, moi je vais prendre encore une fois mon exemple. Aujourd'hui, le podcast, s'il n'y avait pas et la newsletter et LinkedIn, j'aurais vachement de mal à le distribuer, à le faire connaître, tu vois. 100%. Donc ça, c'est un des trucs sur lesquels ça nous a pris pas mal de temps. Ce qui a marché pour nous, qui a fait qu'on a pu avoir de l'attraction assez vite et de la croissance assez bonne d'année en année, c'est que l'écosystème, il est tout petit. Donc là, c'est la puissance de la niche. C'est qu'en fait, même si ton podcast est écouté par 1,5 personnes, à partir du moment où tu as interviewé Riri qui en parle à Fifi et que Fifi en parle à Loulou, bah, tu as juste à être un peu patient, ça va bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le potentiel de découvrabilité d'un podcast en tant que tel est nul à chier. C'est-à-dire que soit tu es Mathieu Stéphanie ou Victoire Toyon, des couilles sur la table, et là tu es au top du podcast, qui est de toute façon un tout petit reach. C'est-à-dire, il y a quand même pas. Il y a une blague qui dit qu'il y a plus de gens qui font des podcasts que de gens qui en écoutent. Ça me fait un peu rire, mais il y a peut-être un peu de vrai là-dedans. Hein. C'est globalement le podcast, ça grossit, mais c'est pas encore monstrueux. Mais une fois qu'on a dit ça, même les algos sont pas foutus pour vous faire découvrir du podcast. À plus forte raison si vous avez une stratégie de niche. C'est-à-dire, dans notre cas, mécaniquement, c'est pas possible que Apple Podcast pousse notre podcast, même s'il est très bon, parce que, retour à ce que j'ai dit, 20 000 boîtes maximum, 4 000 boîtes maximum, donc l'audience totale, elle est faible. Mais on l'assume. Hein. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut pas faire ça. Faut pas faire que ça. À refaire Yaniro, je ferai LinkedIn jour 1. J'ai fait LinkedIn très tard. En gros, ça fait 2 ans, 3 ans, et ça a un pic d'accélération qui est monumental. Donc dit autrement, les gens ne vous découvriront pas par le podcast, mais par contre le podcast reste un élément central parce qu'une grosse partie de la qualité de ce qu'on a à dire et de ce qu'on peut proposer comme contenu naît de là. C'est-à-dire si on enlève le côté podcast, en fait on fait juste une collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème et qu'après on repurpose partout. Plus d'autres trucs. Mais LinkedIn, oui, essentiel, absolument essentiel. La transition, on peut la faire maintenant parce que c'est la base de tout le reste sur la découvrabilité. C'est ça, tu vois, j'allais reprendre ce mot parce qu'en fait, c'est un mot qui est hyper important en marketing et de surcroît en création de contenu. C'est en fait c'est la découvrabilité. En effet, en podcast, elle est quasi nulle. Sur YouTube, tu peux avoir de la découvrabilité grâce aux shorts. Mais oui. Pareil aussi, les gens ils te connaissent, mais par exemple ils s'abonnent pas forcément. Tu vois, tu peux faire un short à 1 million de vues, ça va t'amener. Franchement, je mens pas. Si ça t'amène 300 abonnés, c'est un grand max, quoi, tu vois. Et je pense que je suis sympa. Donc, c'est pour ça que des réseaux comme, alors, pour la vidéo comme TikTok mais de surcroît, quand même, plus LinkedIn, c'est le bon combo, en fait, on va dire, quand même. Ouais, tout à fait. Dans notre cas de figure, en fait, la question, c'est juste où sont les gens à qui on veut parler. Donc, dans notre cas de figure, les gens à qui on veut parler, qui sont des DRH de tech française ou des founders, des fondateurs, des entrepreneurs, quoi, ils sont sur LinkedIn. Est-ce qu'ils sont sur d'autres réseaux, de Twitter, X, Insta, TikTok? Oui, mais peut-être moins dans un mood comme ça. Tu vois, typiquement, il y a beaucoup de gens qui ont explosé tout sur TikTok dans du B2B. Mais qui se sont rendus compte que le taux de closing derrière, il était affreux. Parce que c'est bien beau d'avoir 15 millions de vues ou 15 millions de reach, mais si tu closes que dalle derrière, ça veut juste dire que tu parles pas aux bonnes personnes, enfin pas à celles qui t'intéressent. Donc nous, t'as une audience, mais t'as pas de communauté, quoi. Exactement. Et donc nous, on s'est dit notre profil, il est sur LinkedIn. Dans les choix de canaux à découvrabilité qu'on a, LinkedIn, c'est le plus logique. Donc let's go, on fait ça, quoi. Et alors du coup, comment ça s'est passé? C'est toi, parce que toi, t'es CEO quand même de Yaniro, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. Donc toi, du coup, t'as créé du contenu assez rapidement. Et alors, moi, j'ai l'impression que toi, ça fait 1 an que t'as vraiment bangé fort, quoi. Ou alors non, c'est juste qu'avant, je t'avais pas dans mon feed. Non, si, il y a de ça. En fait, si on fait l'histoire LinkedIn, j'ai un profil LinkedIn et j'en fais rien. Ça, c'est le début de Yaniro, voilà.
Après, il y a, ok, je comprends que LinkedIn, on peut en faire quelque chose, que ça peut faire partie du mix. Je t'avoue que je ne sais même plus comment j'ai compris ça. Je me demande si c'est pas soit Benoît Dubos, soit Thibault Louis, soit Maud Alaves, Nina Ramen peut-être. Mais en gros, je commence à voir qu'il y a un truc. Et là, en fait, il y a une première phase dans laquelle j'ai appris à poster beaucoup régulièrement. C'était nul. Enfin, c'était pas carré, c'était mal écrit, ça fonctionnait pas. Mais j'ai développé l'habitude de ne pas avoir peur d'écrire. Et parce qu'en fait, au tout début, il n'y a que le volume qui permet de faire quoi que ce soit, parce que le volume, ça permet même pas du reach, ça permet d'expérimenter. Donc, j'ai fait peut-être, je sais pas moi, 300 posts qui reachaient bof, où ça avançait péniblement, mais au moins ça avançait. Après, je me suis dit, on va accélérer le truc. J'ai développé la routine, mais il me faut une bonne fée, quoi. Donc, j'ai fait le bootcamp de Thibault Louis. Où j'avais plein de bons copains là-dedans. Voilà, je pense à la loutre du SEO de Wallaxy, je sais plus comment elle s'appelle, Amandine Barthes, et d'autres. Il y avait plein de gens trop cool dans le bootcamp. Jérémy Coleman, que je connais très bien aussi, que je connaissais d'une autre vie. Donc on s'est vraiment entraidés. Thibaut m'a déchiré en disant mais non mais ça c'est nul mon gars, c'est nul quoi. Et donc il m'a vraiment poussé dans mes retranchements. Ça a fait que j'ai compris non seulement comment ça marchait, mais j'ai compris des règles pour que ça marche un peu mieux. Et là, je suis dans la saison 3 où en fait, j'ai d'autres bonnes fées, des gens avec qui je parle souvent, comme Benoît, qui est super, du boss de Scalisa, qui est super fort là-dedans, où là, le jeu, c'est de comprendre la méta actuelle. C'est-à-dire, j'ai 2-3 badge of honor sur mon blason. Oui, je sais, j'ai déjà fait des posts à plus d'1 million de vues. Oui, je suis capable d'avoir la formule. T'as fait plus d'1 million, putain, moi, j'ai jamais. Moi, c'est dur, je crois que mon record, c'est 500 000, je crois. Récemment. C'était quoi le thème? T'avais parlé de quoi? Alors en plus, gars, j'ai une chance inouïe là-dessus parce que en plus, en général, quand tu fais des gros scores, tu dilues tu parles pas à la population que tu veux adresser. C'est-à-dire, tu fais un truc généraliste, tu parles de Mbappé et puis tu as des profs de musique quoi qui te regardent. Donc pour le business, c'est pas forcément bon. Là, franchement, mais là, on était trop contents. Je vais saluer Lucas Bavassano qui bosse chez nous, qui m'a donné l'idée du poste et je me suis dit, mais gars, mais quel bon angle. En fait, c'est une RH qui a gagné Koh-Lanta cette année. Et donc j'ai fait un post en disant c'est une RH qui a gagné Koh-Lanta, c'est normal parce que Koh-Lanta c'est moins dur que son job qui consiste à, et j'ai fait une liste des 15 trucs que les RH font tous les jours qui est horriblement difficile. Et il y a plein de gens, je pense déjà en fait, parce que étant donné que Koh-Lanta ça doit être regardé, je pense par, je sais pas, au moins 4 millions de personnes peut-être quand ça passait, c'est comme une grosse marque. Bah déjà en fait les gens, tu l'as fait genre quoi le lendemain du prime de la victoire ou? Voilà, donc il y a déjà en fait, il y a plein de gens qui en fait automatiquement, c'est le réflexe Instagram. Je connais, j'aime bien, je like. Tu vois, donc déjà il y a ça. En fait déjà t'as eu ça qui, je pense, tout de suite a mis ton post dans un banger de ouf. Tu vois, regarde, c'est comme si tu vois, on joue le Portugal là, merde, c'est vendredi ou samedi en quart de finale. Donc quand l'épisode sortira, j'espère qu'on sera champion d'Europe, même si pour l'instant ça commence pas très bien niveau jeu. Mais imaginons, voilà, on bat les Portugais, Mbappé il met un quadruplé de l'espace. Dès franchement, tout de suite après le match, dès le lendemain matin à 7h, tu mets une photo d'Mbappé, mais en mode glorifiant comme ça, avec encore une fois la bonne accroche et le bon truc. Tu vois, là c'est un post où des gens qui ont des profils comme le tien ou le mien, on prend pas de risque, où on sait que ça c'est des posts à minimum de 300 likes quoi, tu vois. Bah, là par exemple, un post au moment en tout cas où on enregistre, un post que tu as fait il y a pas longtemps, où je me suis dit ouais c'est hyper bien et c'est un post de grande qualité, parce que ce qu'il faut comprendre c'est faut pas chercher à feinter l'algo. Après le post il marche s'il est bien. C'est-à-dire, tu trouves une porte d'entrée avec une vague qui existe. Là, Koh-Lanta, c'est une vague qui existait avec ou sans nous, Mbappé, etc. L'Euro, ok. Mais après, là, tu parles de quel post ça? Et celui que tu as fait, où j'ai trouvé brillant, c'est le post sur Mathieu Stéphanie qui a interviewé Macron. Ah oui, qui est passé dans le quotidien. Hyper avec son malin parce que du président, ouais. Et parce que effectivement, moi je peux juste vous faire l'histoire. Donc si vous l'avez pas vu, écoutez, allez donner de la force à Hugo, parce que en gros l'histoire c'est quoi? C'est Mathieu Stéphanie qui interviewe Macron. Moi je suis devant la télé le lendemain. Et ça devait faire 30 ans que je n'avais pas regardé la télé. Et là je tombe sur Quotidien et je tombe sur Quotidien qui se fout de la gueule de Mathieu Stéphanie. Et ça me fait tout bizarre parce que j'ai écouté l'épisode. Et comme tous les créateurs de contenu, il y a un moment où je me suis dit putain, dis donc Mathieu, franchement beau gosse. On était trop fiers de lui quoi. C'est comme si en fait c'est comme s'il nous représentait. Exactement. On disait ouais putain t'as vu
La créateur économie, les gens qui font des podcasts, maintenant c'est bon, on reçoit les présidents. Qu'est-ce qu'il y a, quoi, tu vois? Exactement. Et puis, si vous n'avez pas écouté l'épisode, je pense que à la hauteur de ce que ça veut dire d'interviewer un président, Mathieu, il s'est pas débiné, quoi. Il a posé des vraies questions. Pas mal, hein, et il a pris respect, le temps. Franchement, moi, j'ai appris plein de trucs. Et donc, quand on voit Quotidien, que je trouve fun par ailleurs, qui fait 3 trucs sortis du contexte pour se foutre un peu de la gueule, de la voix suave de Mathieu Stéphanie ou du fait qu'il parle tout le temps, qui est un running gag qu'on connaît tous. Bah, effectivement, on s'est tous dit, c'est dur de pas voir le côté, le sel des journalistes, quoi. Et toi, tu as fait un post là-dessus. De la télé qui regarde ça d'un mauvais œil. Et ton post, il était brillant parce que effectivement, moi j'ai vu la petite image, la petite vidéo de Quotidien et tout ça, et je me suis dit, putain, Hugo, il en parle, mais bien sûr, il a raison, parce que c'est un vrai truc, ça. C'est un détail je vais le dire avec mes propres mots, je sais plus comment tu l'as tourné, mais de Quotidien, longtemps, c'était les agitateurs de la télé, maintenant, c'est des vieux. Ils sont à la ramasse et ils ont loupé le wagon d'après, et c'est triste, quoi. Non, voilà. On est d'accord, mais tu vois, j'étais en train d'essayer de chercher là combien de vues il avait fait, mais tu vois, je pense que ça, il a dépassé les 100 000. Donc, franchement, moi maintenant, faire des posts à 100 000, c'est quand même, c'est devenu rare. Hein, tu vois, c'était plus facile avant. Mais tu sais, en fait, ça, quand je dis c'était plus facile avant, je pense pas, tu vois, j'ai pas envie de dire, ouais, c'est l'algo qui a changé ou quoi qu'est-ce. En fait, c'est juste que peut-être c'est moi en fait qui suis devenu plus redondant et les gens, il y a moins ce côté peut-être de la nouveauté ou quoi. Et c'est tout, en fait, c'est ok, c'est pas grave. Mais moi, j'avoue que j'arrive beaucoup moins à péter qu'avant, quoi, tu vois. Ah, moi aussi. Hein. Et là, j'ai une, je sais pas si c'est une théorie, mais j'ai une lecture là-dessus qui peut-être, je pense, j'espère pourra être utile à celles et ceux qui écoutent. Pareil, on en parle entre gens qui postent sur LinkedIn. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde est devenu meilleur sur LinkedIn. En fait, ça fait des mois et des années qu'il y a des bootcamps, des gens qui se forment, des machins. Donc, ce que ça veut dire, c'est que avant il y avait des techniques. Maintenant, il n'y a pas de technique, il y a une méta. Et le problème, c'est que si tu suis des conseils de quelqu'un, typiquement, il y a un glitch qu'il faut éviter, c'est il ne faut pas écouter les conseils de quelqu'un qui vous explique comment lui a réussi à péter il y a 2 ans. Parce que la méta, elle est finie. Ça marche plus. Donc, c'est plus pareil. Et là, tu vois, je vais vous donner juste un exemple qui est rigolo dans mon petit secteur. Il y a quelqu'un qui déchire tout dans le tout petit monde, mais quand je dis déchire tout, c'est déchire tout. Hein. Ça s'appelle Lubna Tigrosine, dans le petit monde RH. C'est une juriste qui fait des posts carousel de décryptage de trucs chiants juridico-légaux. Donc en fait, elle t'explique comment ça marche une fiche de paye, les dernières lois qui sont passées. Elle fait plus de 1000 likes à chaque post. À chaque post. Ouais. Mais c'est une autre méta. Et moi, je suis en train de me dire, ok, il se passe quelque chose et il faut que j'arrête de faire les trucs qui marchaient il y a 6 mois, quoi. Non, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est que moi, aujourd'hui, tu vois, en fait, c'est pour ça que je peux pas me cacher derrière ça. C'est qu'aujourd'hui, moi, je fais des posts efficaces. Tu vois, je sais que ça va marcher, que ça va faire mon truc, que ça fait vivre mon compte ou quoi. Mais en fait, après, je pense que si tu veux vraiment surperformer, bah, à un moment donné, moi, je suis pas un génie, donc je sais pas donner de la valeur puissance 1000 en 15 minutes d'écriture. Donc, en fait, tu vois, la nana dont tu parles là, je pense que quand elle fait son carrousel, son infographie, son truc, ah oui, il y a une heure derrière. Voilà, elle va y passer la matinée, voire la journée, quoi, tu vois. Mais par contre, voilà, comme tu dis, elle va faire du coup ses 100 000 vues. Et par contre, voilà, il y a 100 000 personnes et dont tous les gens de son ICP qui disent putain, la meuf, c'est une monstresse, quoi. Alors, je vais te partager une stat. Ça va être ma méditation de l'été. Hein. Le truc sur lequel je vais essayer de me pencher au calme. Donc, je vous la partage. Il y a un chiffre qui m'a fait vriller. On a suffisamment de data maintenant et on mesure suffisamment de trucs sur Yaniro pour que je puisse savoir quel est le meilleur indicateur du nombre de rendez-vous entrants que va avoir Yasmine, notre commerciale. Donc, en gros, tu vas sur notre Calendly, tu bookes un rendez-vous. Et en fait, la corrélation la plus élevée, c'est même pas avec les épisodes de podcast de machin, c'est avec mon reach sur LinkedIn. Donc c'est même pas le nombre de followers ou quoi que ce soit. Je vais te donner le chiffre. Le chiffre, il est de 0,83. Donc si vous savez comment ça marche une corrélation... Redonne le chiffre. 0,83. Donc une corrélation de 1, ça veut dire qu'il y a une correspondance directe entre le reach et le nombre de rendez-vous 1. Donc 0,83, c'est monstrueux. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y a un mois dans lequel je me suis chauffé de malade, j'ai eu un post comme koh qui a pété et j'ai fait 3 millions de vues un mois, ça m'est jamais arrivé, hein, bah, ça fait exploser le nombre de leads. S'il y a un truc où je me chie et j'ai juste fait 20 000 de reach, bah, c'est connecté tout pareil. Donc ce que ça veut dire, c'est que je suis en train de me dire, mais en vrai, gars,
l'heure investie par Luminati Cruising pour faire ce qui fait la différence, parce qu'en plus, quiconque a déjà eu un post qui a fait de la viralité, c'est bien qu'à partir d'un moment, ça part sur Jupiter. On sait plus où ça va, tu vois, l'écart entre un post qui marchouille et un post qui marche bien, il est monstrueux. Je me dis, bah en fait, il faut que j'essaye de craquer le code, quoi. Je sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais moi, je vais me missionner là-dessus. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il y avait Thibaut Louis qui avait un petit peu marketé ça pour, je pense que c'est peut-être d'ailleurs pour peut-être le bootcamp que tu as fait. Parce que toi, le bootcamp que tu as fait avec lui, c'était l'année dernière, non? Ou fin d'année dernière? Ouais, il y a 1 ou 2 ans, un truc comme ça. Ouais. Et à un moment donné, en fait, c'est ça. Il expliquait qu'il avait trouvé quelques techniques. Alors, je pense que c'est pas aussi vrai, parce que je pense qu'en fait, il y a un énorme fait en fait un peu de chance, de momentum, de voilà, tu vois, enfin. Donc, je pense que c'est quand même un peu difficile. Tu vois, là, le truc, encore une fois, là, tu vois, ton exemple de koh et mon exemple de quotidien et de ma Stéphanie avec Macron. Bon, voilà, en fait, il y a un côté, on a pris des visages, des marques qui sont connus. Donc déjà, ça fait stopper le scroll, tu vois. Toi, bon, même moi, je regarde koh. C'est peut-être le seul truc que je regarde à la télé. Moi, je me rappelle très bien que quand t'as fait ce post, moi, quand je scroll, je vois la nana, si j'ai vu la finale la veille, bah forcément, je m'arrête, je dis tiens, qu'est-ce qu'il va dire là-dessus? Qu'il y a un truc que j'ai regardé. Et tu vois, je reprenais l'exemple tout à l'heure de Mbappé, c'est pareil. On prend l'exemple, moi j'ai mis, du coup en plus, j'ai fait exprès, tu sais, de prendre une miniature où du coup j'ai fait pile, tu sais, j'ai fait une capte écran de Yann Barthès quand il dit un truc un petit peu vénère pour avoir le sous-titre qui va avec. Et comme ça, moi, je sais que les gens, ils connaissent la gueule de Yann Barthès. J'ai fait en sorte aussi qu'il y ait le logo quotidien. Comme ça, ils reconnaissent. Et tu vois, en fait, déjà, c'est de comment tu vas faire stopper le scroll. Et après, c'est ton accroche. Et après, je pense que c'est la qualité du post. Parce que si les gens, ils s'arrêtent, ils voient l'accroche, ils appuient sur voir plus. Et en fait, tu les as baisés, ton post, c'est de la merde. Je Oui, pense c'est pas que possible. LinkedIn, après, il te récompense pas, hein. Non, mais parce que les gens repartagent pas et tout. Mais ce que tu dis, c'est important pour te partager ma quête de cet été, parce qu'il y a un élément important que j'ai oublié de préciser, c'est la notion de repurposing. Donc, de cascade de contenu, enfin, en gros, d'avoir quelque chose qui est récurrent. Je vais vous donner un exemple. Là, le fond de reach sur mon LinkedIn, c'est les sorties d'épisodes de podcast. Parce qu'en fait, des épisodes de Ouais. podcast, il en sort toutes les semaines chez nous. Et on a la technique pour faire en sorte que chaque épisode de podcast qui sort, qu'on poste sur LinkedIn, il fasse au moins 100-200 likes et plusieurs dizaines de milliers de vues. Ça, en fait, c'est réplicable. Donc, j'ai même pas besoin de me prendre la tête. J'ai un framework que j'utilise à chaque fois, qui marche à chaque fois. Ça, on a galéré pour le trouver. Et c'est ce genre de truc qui me plaît. Parce que le problème de koh, c'est que c'est un one-off, quoi. C'est très cool, t'as fait 1 million, mais si tu veux des leads tous les mois, à un moment donné, il faut des trucs réguliers. Et ce que j'aime bien avec Luminati Cruising que je citais, c'est qu'elle peut faire des infographies sur tout le temps. Parce que des nouveautés, de trucs qui sortent juridico-légaux, il y en a tout le temps. Et en fait, c'est ce genre de trucs que je cherche. Je cherche des trucs où je peux trouver une formule réplicable à l'infini. Ouais. Parce que Une toi et sorte de moi, on le sait, template, quoi. exactement, toi et moi, on le sait, péter une fois, ça fait plaisir pour l'ego. Ouais, maman, j'ai fait 1 million de vues sur LinkedIn, elle me dit c'est bien mon chéri. Mais si le lendemain tu repars dans le désert avec 2-3 likes à chaque fois, ça sert à rien. Et c'est ça qui est difficile. Bah, clairement. Clairement, clairement. Et donc, du coup, t'en es où dans cette réflexion et qu'est-ce que tu comptes, c'est quoi un peu tes pistes déjà? Ouais, j'ai une idée en tête. À ce stade-là, on verra à la rentrée si c'était un four lamentable ou si c'était l'Eldorado. Je crois qu'il y a de la place pour du contenu. Je crois que c'est possible que ce soit le retour des infographies utiles. En fait, typiquement, une grosse photo bien immonde avec 33 milliards de layers d'informations dessus, parce qu'en fait, ce que je soupçonne, donc là on est dans la spéculation, c'est qu'il ne faut pas oublier que les gens like aussi pour montrer c'est pour montrer aux autres ce que tu aimes. Et donc en fait, Lubna, pour J'ai en déjà avoir entendu parlé, ça, ouais. en fait, là, toi, tu as une infographie de l'enfer sur comment ça marche, les fiches de paye ou un truc hyper pointu. Pourquoi tu likes ça quand tu es RH? Pour montrer à tout le monde que tu es solide en juridique. Et pour garder, c'est pour saver le poste pour plus tard. Donc en fait, je me dis, qu'est-ce que nous, on peut faire qui puisse fonctionner pareil. Et je me dis, typiquement sur des bonnes pratiques managériales, tu vois, du genre le pense-bête ultime de comment faire un feedback qui marche à chaque fois. Je me dis, il y a peut-être moyen de tester ça. Et si ça marche, bah après, on fait l'infographie du feedback, du one-to-one, du recrutement, de machin. Enfin, on peut le faire sur tout, quoi.
C'est ce genre de truc que je cherche. Ouais, c'est de créer des petits rendez-vous, quoi. Exactement. Ah mais écoute, c'est vrai que c'est une bonne idée. Moi, notamment, tu vois, moi, en petit rendez-vous, tu vois, comme moi, tu sais, mon ICP, il est double. Je parle et aux créateurs de contenu et aux CEO de SaaS. Et donc, Ouais. du coup, c'est pour ça que, par exemple, moi, tous les vendredis, tu sais, j'ai créé un petit truc qui s'appelle Mortal Kombat de Tool. D'ailleurs, le nom est Il est éclaté, bien mais bon, sûr. j'aimais bien le Ah, moi, j'aime côté bien. Mortal Kombat, quoi. Et, euh, et là, en fait, tu vois, c'est toujours la même photo de moi que je prends. Et tu vois, où je suis en mode, je suis sur scène et genre, je suis comme ça. Et en fait, je mets les deux logos des deux boîtes que je vais comparer. Et là, en fait, pareil, j'ai toujours le même framework où je vais les comparer et à la fin, je vais donner mon avis et je vais même donner en plus des liens pour les avoir, pour avoir des codes promo ou des machins et tout. Parce que c'est ce que je distribue également dans ma newsletter. Et c'est en fait un peu aussi ce qu'on vend avec notre produit, notamment Frisbee, dont on va beaucoup parler cet été et à la rentrée. Donc, comme quand je pense que l'épisode là, il sortira. Bon, en fait, je sais pas, je vais même pas m'avancer. Mais en fait, là, j'ai un tel réservoir d'épisodes que du coup, là, j'en ai assez pour assez longtemps, donc sûrement fin de l'été, on va dire. Donc, je pense que voilà, les gens, tu vois, quand ils écouteront notre épisode, ils pourront déjà les regarder si ce que t'as dit, tu l'as fait, et si ce que Ouais, j'ai dit, je l'ai fait, quoi. ouais, clairement. Mais Et moi, j'ai peut-être une dernière question là-dessus, parce que je vois que l'heure tourne. La partie newsletter, c'est un truc que vous avez, newsletter, blog, on va dire écrit plus long. C'est des choses que vous travaillez ou pas? alors, eh bien, oui et non et oui. Il y a un trio gagnant que si vous vous êtes pas penché sur le sujet, vous devriez. C'est podcast ou équivalent, canal viral, donc on va dire LinkedIn, et newsletter. Parce qu'en fait, c'est ce qui permet de créer une communauté, comme tu disais. C'est pas du tout la même Ouais. chose de parler à plein de gens anonymes que de parler à une newsletter que vous envoyez toutes les semaines et qui fait 40-50% d'ouverture. Bon, ok. On a eu une Hmm. newsletter pendant longtemps et en fait, on a testé un autre truc qui est très très différent. Je crois que je l'ai pas beaucoup vu et on a des très très bons résultats. C'est qu'en fait, il y a un truc que j'aime pas dans la newsletter, c'est que bah, tu as une audience qui est captive, certes, c'est cool, tu as, la boîte mail, enfin, tu as les adresses mail, tu peux les contacter quand tu veux sur ce que tu veux et tu sais qui c'est. Mais ce que tu perds en faisant ça, c'est que tu sais très bien que quand tu gates ce contenu par un mail, tu vas perdre des gens. Quel que soit le contenu que tu gates avec un mail, un livre blanc, un machin, il y a des gens qui vont faire écoute, ça saoule. Et soyons honnêtes, on a tous à un moment donné été saoulés en se disant ah, j'adorais ce truc-là, je donne ton mail, je sais ce qui va se passer, tu vas me spammer, etc. Donc en fait, on a fait un autre truc, Hmm. c'est qu'on a un fonctionnement qui est exactement la même logique, mais qui n'est pas gaieté. C'est-à-dire que tout le contenu de qualité qu'on a, donc les meilleures pratiques managériales qu'on a vues dans toutes les startups du monde, les meilleures pratiques RH qu'on a vues dans toutes les startups du monde, on en a fait des ressources gratuites qui sont des offres, hein, c'est juste des offres gratuites, mais on y met la même énergie, qui est gaieté zéro. Donc là, par exemple, on peut le mettre dans les notes de commentaires d'épisode si tu veux, mais si vous voulez avoir accès à toutes les meilleures pratiques de tout d'un point de vue managérial, on a 9 heures de contenu vidéo où c'est moi qui présente avec des invités, 9 heures de podcast qui sont la version podcast, un wiki sur Notion, sur un petit URL dans lequel il y a accès à tout. C'est pas gaieté par un mail, ça coûte zéro. Et en fait, la logique, c'est ce que tu perds, c'est tu sais pas qui est en train de se balader. Tu peux plus traquer personne. Par contre, tu peux traquer un peu les métriques de trafic. Mais après, tu as augmenté la taille du tuyau d'entrée parce que tu n'as pas perdu des gens qui veulent pas donner leur mail. Ouais, ok. Non, je comprends. Et en Je fait, comprends, je comprends. Même si ça, là, tu parles vraiment des lignes magnets, quoi. et c'est exactement ça. En fait, ce qu'on a créé, c'est un lead magnet qui n'est pas délimité par un livre blanc. Le livre blanc, pareil, ça fait chier, les gens veulent pas télécharger des PDF. On a une base de données accessible tout le temps pour tout le monde qu'on met tout le temps à jour. Et le Ouais, principe. ça, moi, pareil, c'est un truc vraiment. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Je Non, m'étais mis non, dans un et blanc, le mais je crois qu'on a un petit décalage. Ouais, et le principe, et c'est marqué tout en haut, vous regarderez, c'est le truc sournois qu'on fait, c'est si cette bibliothèque d'Alexandrie de ressources est suffisamment utile, mettez-la en favori. Et on voit que les gens mettent le truc en favori, et donc en Ouais, fait, sympa. on a réussi notre coup. Si tu es en favori, ça veut dire que tu augmentes les touchpoints, les gens passent leur vie avec toi, quoi. Et tu mets juste après des Ouais, liens non, calendrier un peu carrément. partout sur ton lead magnet ouvert, et puis roule ma poule, quoi. Carrément. Et du coup, bah, on va conclure le podcast comme ça. Alors, déjà, je te remercie parce que franchement, moi, j'ai vraiment kiffé parce que on a donné, je pense, un bon playbook. On est bien rentré dans le détail, notamment du podcast, etc. Et ça, je n'avais pas encore eu ce type de contenu-là avec d'autres invités, donc hyper cool à ce niveau-là. Euh,
Toi, c'est quoi? Alors, pareil, on va rester dans le thème. En termes de création de contenu, peut-être de nouveaux formats ou de nouveaux channels ou de nouveaux réseaux. C'est quoi le gros focus là, septembre-décembre? Septembre-décembre, je dois me démerder pour passer deux crans au-dessus sur LinkedIn en termes de reach. C'est vraiment, en fait, tout ce qui est en amont, en aval, pardon, on a des métriques qui sont très bonnes. Tu vois, pour faire, je fais juste une ouverture business, mais nos produits, le NPS, il est de 86, donc ça veut dire que les gens trouvent que c'est formidable et qu'ils le recommandent à tout le monde. Notre taux de closing, en moyenne, il est à 60%. Donc ça veut dire que quand on rencontre des gens, on les close. En gros, c'est un peu plus long que ce que je voudrais des fois, mais globalement ça va. Dans le bottom funnel, donc le podcast, le temps que les gens restent avec nous, les gens qui vont sur ce fameux lead magnet, le wiki, c'est très bien. Tout ça, en fait, on est bien. Donc en fait, si je veux suroptimiser, faut que je level up là-dessus. Ou technique alternative, donc tout en haut hein, sur le reach. Technique alternative que j'aimerais explorer et si tu connais des gens qui ont exploré ce truc-là, je connais que Benoît Dubos de Scalesia qui en a parlé ouvertement, ça m'intéresse, c'est le setting. Donc quelqu'un qui peut, donc si vous n'êtes pas familier avec ce truc-là, en gros c'est quelqu'un dont le boulot c'est d'être sur LinkedIn à ma place pour parler avec les centaines de gens qui me contactent toutes les semaines ou tous les mois parce que j'y arrive pas. Et pour autant la narrative c'est que si j'ai, là je dois être à je sais pas 15-16 000 followers, si j'ai 15-16 000 followers de gens qui m'aiment vraiment et qui adorent le contenu que je fais, en fait je pourrais engager la conversation avec eux et je pourrais avoir beaucoup plus de leads quali en faisant ça. Mais c'est juste que je n'ai pas la bande passante pour le faire. Donc c'est l'un ou l'autre. Mais c'est marrant parce que c'est un truc qu'on est en train de lancer du coup avec Marley, tu sais, sur l'offre Kaboom Kitchen que tu connais. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'avec l'offre Kaboom Kitchen de base, où on allait écrire les posts LinkedIn pour les CEO, en fait, on se rend compte que là, tu leur fais gagner du temps. Mais en fait, du temps, c'est bien, mais en fait, ce que les gens ils préfèrent gagner, c'est de l'argent. Et donc, on leur a dit, en fait, donnez-nous les rênes de votre LinkedIn. On vous gère l'inbound, donc avec toujours la partie ghostwriting, mais surtout, on va vous gérer l'outbound, où en fait, on va prendre en main votre LinkedIn et gérer toute votre messagerie. Parce que l'idée, c'est pas juste de répondre en fait aux messages entrants, parce que souvent, c'est quand même de la merde. C'est du coup de créer des séquences avec les bons outils pour aller chercher du coup les gens encore une fois qui font partie de ton ICP et voilà encore une fois aller engager la conversation avec eux et toujours dans un but qui est en fait les faire sortir de LinkedIn et les faire aller sur ce fameux petit Calendly ou cette plateforme enfin ou cette chaîne YouTube ou cette newsletter, enfin ça dépend en fait encore une fois l'objectif du client quoi. Mais moi ça je suis d'accord parce que ça en fait c'est un truc que j'ai testé sur moi là depuis un mois ou deux et c'est vrai que en vrai c'est incroyable les résultats qu'il y a et t'as raison aujourd'hui tout le monde ne parle que de ça et je pense que ça va être le nouveau truc qui va vraiment péter là cet été quoi, cet été à la rentrée. Je suis assez d'accord avec toi. Donc on en reparle, on verra les Nostradamus, ce que ça a donné. Mais en tout cas, la logique, pour le dire de manière très chiffrée, c'est que je soupçonne qu'il y a beaucoup plus de leads à closer dans les gens qui sont de près ou de loin connectés à moi sur LinkedIn que ceux qu'on arrive à closer. Et qu'il faudrait juste engager la conversation et embrasser le fait qu'il n'y a pas de raccourci, quoi. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de faire de l'unbound et de faire une séquence Lemlist ou Alaxi et d'essayer de les tabasser en leur disant va acheter du Yaniro. L'idée, c'est de prendre toutes ces personnes intéressantes et d'engager la conversation et d'embrasser le fait que du relationnel viendra la vente plus tard. Clairement. Eh ben écoute, amen, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup mec. Franchement, j'ai trop kiffé cet épisode, j'ai hâte de le sortir. Je vais faire les petites mentions légales de fin d'épisode. Logique, si vous êtes sur YouTube, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne, on like, on commente. Mais même juste un petit like ou même juste s'abonner, ça prend une seconde, c'est un tout petit bouton. Ça vous permet de pouvoir choper tous les nouveaux épisodes qui vont passer. Et nous, ça nous fait énormément plaisir parce que, encore une fois, pour ça, tout ce contenu, c'est beaucoup de taf, c'est du temps. Pour vous, c'est gratos. J'espère que c'est full value. Donc voilà, ce serait juste pour nous récompenser là-dessus. Si vous écoutez en audio, évidemment, pareil, le petit 5 étoiles des familles, ça fait toujours plaisir. Pareil, c'est gratuit, ça prend une seconde. Et écoutez, à nous, je vais nous souhaiter un bel été parce qu'on enregistre, on est début juillet. Je pense que quand les gens écouteront cet épisode, on sera plus près de la rentrée. Donc, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous allez tout déchirer pour cette rentrée, que ce gros tunnel qui va nous amener jusqu'à Noël et ça rime va bien se passer. En tout cas, voilà. Vous avez des sujets RH, vous appelez Alexis, Yaniro. Si vous avez des sujets création de contenu, influence, vous m'appelez à moi.
Et puis, si vous avez rien à demander, bah, c'est pas grave. On vous embrasse quand même. Et puis, écoutez, j'ai du mal à faire des fins concises, donc je vais m'arrêter net. Merci à tous, je vous embrasse. À bientôt dans la Chapelle Radio. Ciao Alexis, ciao à tous. Ciao. Et ciao!